Bienvenue dans cette vidéo qui est en continuité avec ma précédente vidéo sur quelle durée est-ce qu'il faut emprunter. On va voir ici dans cette vidéo, est-ce que tu dois mettre un apport ou non lorsque tu fais un projet immobilier. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en région parisienne et à Bordeaux. J'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé en location courte durée, avec une quinzaine d'appartements sur cette stratégie. À travers ces vidéos, j'essaie de te partager toute mon expérience et les connaissances que j'ai accumulées durant ces dernières années en immobilier. Et c'est pour ça que je voulais aborder avec toi le sujet, est-ce qu'il faut oui ou non mettre un apport lorsque l'on fait un projet d'investissement immobilier. Si tu regardes mes vidéos, tu verras que j'aime bien comparer la théorie, la pratique et le terrain. Puisque tu connais peut-être la citation qui dit « Un jour j'irai vivre en théorie puisque en théorie tout se passe bien ». Mais dans la réalité du terrain est tout autre. Et parfois ce que dit la théorie ne s'applique pas ou ne peut pas s'appliquer dans la réalité, ne peut pas s'appliquer sur le terrain. Sur le terrain c'est un peu différent même si finalement on essaie de se rapprocher au maximum de la théorie. Et c'est pour ça que je voulais répondre à cette question avec toi. Faut-il, oui ou non, mettre un apport dans ces projets immobiliers? Donc on va commencer par la théorie. En théorie, non, il ne faut pas mettre d'apport puisque ça te permet de profiter au maximum de l'effet de levier. Si tu ne sais pas ce qu'est l'effet de levier, je te tournerai prochainement une vidéo à ce sujet. Mais pour résumer simplement, cela consiste à utiliser l'endettement pour augmenter ta capacité d'investissement et de générer des bénéfices supérieurs à ton endettement. Donc pour toi, en tant qu'investisseur immobilier, c'est ta capacité à lever de la dette pour acheter des actifs, donc dans notre cas, de l'immobilier. Donc plus tu lèves de l'endettement, plus l'effet de levier est important. Et plus la mise de départ est faible, donc ton apport, plus ton effet de levier est également important. Donc voilà, c'est fini, je t'ai tout dit. En théorie, tu ne dois pas mettre d'apport pour profiter au maximum de l'effet de levier. Puisque quand tu achètes un bien rentable, à crédit, en fait, tu n'utilises pas ton argent personnel, tu utilises l'argent de la banque, donc avec de l'endettement, pour acheter ton bien à crédit, sans faire le moindre effort d'épargne personnelle. Tes locataires te payent un loyer qui te permet de rembourser ta dette et te permet même, puisque ton bien est rentable, de générer un cash flow. Donc en théorie, surtout pas d'apport, 0 €. Tu finances tout, l'achat du bien, les frais de notaire, les travaux, les frais de dossier, les garanties bancaires. Si tu sais pas ce que c'est, je te mets la vidéo dans un coin. Et même le resto pour la livraison de chantier. Non, ce dernier point, oublie-le. Mais dans la pratique, est-ce que c'est réellement possible? Toi, tu penches plutôt pour le oui ou pour le non? Donc dans la pratique, clairement, je vais pas te mentir, c'est tout à fait possible. Mais il y a un mais comme tu t'en doutes, parce que sans mais, ce serait trop facile. On va commencer d'abord par le côté possible. Si tu vas un peu sur les réseaux sociaux, tu vois peut-être des investisseurs ou des primo-accédants qui disent, ou même des amis de la famille qui disent « Moi, j'ai acheté tel bien, j'ai acheté ce bien en mettant 0 € de ma poche. Je n'ai pas sorti 1 €, ça a été financé entièrement par la banque, tout m'a été financé avec les frais de notaire. Pas de frais de dossier, rien du tout. Alors, même moi, j'ai également à titre personnel réussi à faire quelques financements en mettant 0 €. Mais en réalité, sur la plupart de mes prêts, je vais pas te mentir, j'ai mis de l'apport. Alors, il faut bien que tu comprennes que mettre 0 € sur ton projet immobilier n'est pas anodin et c'est même une prise de risque supplémentaire pour ton partenaire financier qui va te prêter l'argent pour acheter ton bien. Alors, admettons que tu te lances sur un projet où tu cherches à faire financer ton bien. Ton partenaire bancaire voudra prendre les garanties nécessaires pour être sûr que toi, en tant que emprunteur, tu es en mesure de lui rembourser la somme qu'il te prête. Cela passe notamment par les garanties bancaires, donc va voir encore une fois si tu ne l'as pas vu ma vidéo sur les garanties bancaires, mais également sur ta solvabilité. Donc à savoir, est-ce que tu as de l'épargne? Est-ce que tu es salarié ou non? Qu'est-ce que tu as comme rentrée d'argent? Qu'est-ce que tu as comme sortie? Comment est-ce que tu gères ton argent, ton épargne? En admettant que tu achètes ton bien au prix du marché, si tu fais face à un coup dur et que tu ne peux plus rembourser ton bien avec un crédit à 110%, alors un crédit à 110%, c'est ce qu'on appelle en général quand tu fais financer ton bien avec les frais de notaire, donc que tu ne sors pas d'argent de ta poche, donc sans apport. Dans le cas d'une saisie, la banque ne sera pas certain de pouvoir se rembourser intégralement. Puisque si tu as acheté au prix du marché, elle va revendre ton bien, elle va récupérer son argent. Mais la partie supplémentaire qu'elle t'a prêtée, notamment les frais de notaire, elle ne sera pas certaine de pouvoir les récupérer. Alors si, après, elle va venir te les demander à toi personnellement, puisqu'elle va te demander de te porter caution personnelle pour ton acquisition. Mais tu comprends que là, pour le coup, c'est un risque supplémentaire parce que elle te prête de l'argent et en face, finalement, il n'y a rien. Ce sont des frais à payer, notamment les frais de notaire, et qu'il n'y a rien de tangible. Ce n'est pas un actif, ce sont vraiment des frais purs. Donc pour elle, finalement, c'est une prise de risque supplémentaire puisque tu viens la solliciter pour un bien. Elle va te prêter de l'argent, en échange, elle va prendre en garantie ton bien, mais sur cette partie-là, elle n'a aucune garantie.
Pour elle, finalement, c'est une prise de risque supplémentaire qu'elle n'est pas toujours prête à prendre et c'est pour ça que souvent, elle va être réticente à te faire des financements à 110%. Puisque soyons clairs, même si tu vois des personnes autour de toi qui obtiennent ce type de crédit, comme je te l'ai dit, c'est tout à fait possible, mais souvent c'est dans des conditions un petit peu particulières. Notamment, ça passe très bien pour de l'achat de résidence principale, mais ça reste sur l'ensemble des crédits qui sont souscrits, ça reste une minorité. Donc aussi, il est plus facile d'obtenir un crédit sans apport pour de la résidence principale que pour du locatif, qui représente finalement un risque également plus important quand tu fais de l'investissement locatif pour la banque que quand tu vas acheter ta résidence principale. Puisque dans la tête de la banque, dans ses statistiques, il y a moins de chances que tu sois en défaillance de remboursement lorsque tu rembourses le crédit de ta résidence principale parce que c'est ton propre toit, que de te retrouver en défaillance de paiement lorsque tu fais de l'investissement locatif où finalement le remboursement de ton crédit dépend du paiement du loyer de ton locataire. Faut bien que tu comprennes que la banque raisonne à l'inverse de l'investisseur. Par exemple, là où toi tu vois une mutualisation du risque en achetant par exemple 4 biens à 100 000 €, donc tu auras 4 loyers. Si jamais il y a une défaillance de paiement de loyer, eh bien tu auras toujours les 3 autres pour couvrir le 4e. La banque, elle voit un endettement qui augmente avec 4 loyers potentiellement qui ne pourraient plus être payés, donc un risque plus important. Donc de manière générale, ton profil va également beaucoup aider si tu souhaites absolument faire un crédit sans apport. Si tu as une situation stable, un bon salaire, si tu es un bon épargnant, et ainsi de suite. Tous ces paramètres finalement vont donner confiance à ton partenaire financier, à ta banque, pour t'octroyer cette facilité. A contrario, un profil difficile qui ne rentre pas dans les cases ne lui donnera pas envie de lui donner cette facilité, en tout cas facilement. Alors je vais te prendre un exemple, moi. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, je venais de terminer mes études et je me lançais dans l'entrepreneuriat. Avec seulement quelques mois d'activité d'entrepreneur, je suis allé à la banque pour mon premier investissement locatif. Avec plein d'espoir dans la tête et un discours qui n'a pas forcément plu à mon banquier. Bonjour, je viens faire un crédit pour un projet locatif sans apport sur 20 ans, beaucoup de travaux et puis ma stratégie finalement c'est je souscris un crédit mais derrière je loue et j'ai un locataire qui va rembourser le crédit avec son loyer. Donc finalement très peu de risques pour vous. Et puis après, une fois que c'est terminé, j'enchaîne avec un deuxième, troisième, quatrième. Et là la bombe était lancée. C'est le locataire qui va rembourser le crédit et je vais enchaîner. Mon discours n'a pas du tout plu même s'il était plein de conviction. J'ai eu le droit à une petite morale, comme quoi la plupart des sociétés qui étaient en contentieux étaient des foncières immobilières, que l'immobilier ça ne se faisait pas et ça ne se passait pas comme ça. Donc j'ai pas baissé les bras et je suis revenu quelques mois plus tard avec un projet. Donc j'ai compris qu'en théorie finalement tout se passe bien, mais que dans la réalité je devrais faire quelques concessions. Et finalement j'ai dû mettre de l'apport quasiment sur tous mes projets parce que par rapport à mon profil j'étais obligé. J'avais pas de CDI, j'avais pas une épargne qui me permettait de couvrir la totalité du prêt, donc j'ai dû faire des concessions par rapport à ça. Donc là ce que je cherche à t'expliquer à travers ma petite histoire, c'est que finalement mettre de l'apport ou pas, alors ne pas mettre d'apport quand tu as une très bonne situation très stable, c'est assez simple, en tout cas c'est possible, mais quand tu es face à des profils un petit peu plus compliqués comme moi je l'étais, donc je te rappelle entrepreneur depuis seulement quelques mois, pas de bilan ni quoi que ce soit, j'ai dû faire des concessions et notamment mettre de l'apport. Alors finalement, est-ce que l'apport est indispensable? Bien évidemment que non, mais en fonction de ton profil, ça peut t'aider. Ce qui fera ta force en tant qu'entrepreneur et investisseur, c'est ta capacité à te remettre en question et te poser les bonnes questions. Il y a certains investisseurs qui restent butés sur le fait qu'il faut emprunter sans apport sur une durée de 25 ans, qu'il faut négocier tout et n'importe quoi et trouver le mouton à 5 pattes. Et bien souvent, je peux te le dire, ce sont ceux qui ne passent jamais à l'action ou bien c'est ceux qui vont faire une ou deux opérations en quelques années et qui ne vont pas finalement réussir à se créer un patrimoine immobilier conséquent. Bon, je dérive un peu du sujet, mais je pense que tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir. Et j'aurais pu finalement rester buté sur la théorie et ne rien acheter, c'est-à-dire ne pas mettre d'apport et finalement ma banque m'aurait clairement dit non, elle m'aurait claqué la porte au nez. Donc acheter sans apport finalement c'est possible, mais retiens que ce n'est pas le plus courant, ce n'est qu'une petite partie de la totalité des prêts immobiliers qui sont souscrits. Et retiens également que c'est à toi de t'adapter au marché et ce n'est certainement pas le marché qui va s'adapter à toi. Pour terminer, je voulais te dire que moi, en tout cas, je m'inspire souvent, je fais souvent une analogie avec le monde professionnel pour prendre les bonnes décisions. Et je regarde finalement comment est-ce que le marché et les professionnels se comportent. Bien souvent, on cherche à réinventer un business qui a été largement éprouvé. Alors parfois, je dis pas, il y a des améliorations à faire, mais souvent la base reste la même et elle est saine et elle a été éprouvée. Dans le monde professionnel, il est tout à fait courant et même indispensable de mettre de l'apport sur ses projets immobiliers. Que ce soit de la promotion immobilière, de l'opération de marchand de biens, des bailleurs sociaux, ces professionnels mettent en moyenne 10 à 30% du projet global. Et bien sûr, ces apports s'entendent
hors frais de notaire. Donc sur le montant d'acquisition en lui-même, puisque bien souvent, en fonction du type de projet, la banque ne finance même pas les travaux. Donc là, on rentre dans des projets un petit peu particuliers. Ce ne sont pas les mêmes prêts que nous, on a l'habitude de souscrire. Ce ne sont pas des prêts sur 15 ans ou 25 ans. Ce sont plutôt des prêts sur quelques années. Mais retiens bien ça. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je m'inspire du monde professionnel pour voir comment eux travaillent justement avec les banques. Et je me dis que finalement, moi, mon but, c'est de plus en plus me professionnaliser, de devenir un professionnel de l'immobilier, donc je dois tendre vers ce modèle, si je veux rester crédible auprès de mes partenaires financiers. Donc finalement, quand tu es un professionnel, quand tu veux vraiment devenir sérieux au niveau de la banque, tu te rends bien compte qu'il est indispensable d'avoir énormément de liquidité. Donc tout ça pour dire que finalement, de ton niveau, je dirais même de notre niveau, il ne faut pas croire qu'on va changer tout le système. C'est à nous de nous adapter au système existant. S'il y a toutes ces choses, c'est bien qu'il y ait une raison, hein, c'est que la banque limite son risque au maximum. C'est comme si toi, demain, tu devais prêter de l'argent à un proche, tu voudrais certainement t'assurer, sauf si tu as pleine confiance en lui, tu voudrais certainement t'assurer que cette personne est capable de te rembourser. Il en est de même pour la banque, elle veut s'assurer que tu es capable de le rembourser. Donc le fait de faire un financement en mettant 0 € apport, tu augmentes le risque de la banque, donc finalement tu augmentes le risque que la banque ne te finance pas. Et donc c'est finalement même un risque pour toi puisque ça te fait des mensualités plus importantes à rembourser. Donc si tu as la possibilité de financer ton projet sans apport, pourquoi pas, mais retiens que ce n'est vraiment pas la règle, en tout cas ce n'est vraiment pas courant. Ce qui est plutôt courant, c'est mettre de l'apport, donc souvent 10-15% d'apport sur ton projet. Et ce serait dommage de t'en priver finalement si tu peux obtenir un crédit sans apport. Et n'oublie pas que l'apport que tu mets, l'investissement personnel que tu mets dans ton projet est un peu à l'image du risque que tu es prêt à prendre dans ton projet. Le fait de mettre 0 € dans ton projet montre comme signal finalement que peut-être tu ne crois pas vraiment en ton projet et que tu n'es pas prêt à mettre des billes, à mettre des euros de ton argent personnel dans ton projet. Alors qu'au contraire, si tu mets de l'apport, tu montres que tu crois vraiment en ton projet dur comme fer, et là la banque se dira ah, il met des billes dans son projet, donc il croit en son projet, donc moi je vais l'accompagner. Donc voilà, j'ai terminé sur cette vidéo sur est-ce qu'il faut mettre un apport ou non. Moi, comme je te l'ai dit, sur quasiment tous mes prêts, j'ai mis de l'apport. Ensuite, il existe des stratégies pour diminuer ou non cet apport, pour faire croire ou non que tu finances les frais de notaire, mais ce sera éventuellement l'objet d'une autre vidéo. Moi, retiens que je l'ai fait quasiment sur tous mes projets. Bon, j'avais un petit peu d'épargne. Je n'ai pas hérité ou je n'avais pas un patrimoine déjà à titre personnel. Hein. C'est une épargne que je me suis constituée pendant que j'étais étudiant. J'étais en alternance et j'ai mis de l'argent de côté. Donc cet argent, c'est moi qui me l'ai su constituer. J'ai fait un petit peu ma fourmi. Donc si tu n'en as pas et que tu souhaites te lancer, pense à te constituer de l'épargne. Si tu souhaites mettre de l'apport sur tes projets, ça montrera à la banque en plus que tu as une bonne santé financière. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un petit pouce, actionne la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook.